Bonjour. Bonjour, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Monsieur Didier Vinaud. Didier Vinaud est professeur des universités en sciences de gestion, spécialisé sur les systèmes de santé notamment, mais il a une singularité, c'est qu'il est aussi co-directeur d'une chaire valeurs des soins santé patient. Et donc, sa représentation du système de santé n'est pas une représentation strictement disciplinaire, mais j'aurais tendance à dire c'est une représentation selon laquelle la gestion a un poids particulier et une place particulière aujourd'hui dans le système de santé et dans un moment ses effets sur les patients et sur les acteurs. Il va nous donner une conférence ayant pour titre ce que dit le Covid-19 de la gestion du système de santé. Et il est vrai que pour la majeure partie des personnes, nous sommes passés d'un temps libéral, le médecin seul dans son cabinet, le médecin des pestes, le médecin stipendié, à un temps qui était un temps politique où des grands principes où la question de la santé était une question essentiellement politique qui faisait en sorte que les organisations se construisaient en fonction de ces idéologies, avec à un moment un temps de la gestion. Oui, la gestion aujourd'hui est fêtée et la gestion prend, paraît-il, énormément de part et de place. Et donc, je voudrais tout d'abord que M. Didier Vinaud se présente et ensuite, comme il est d'usage dans ces différentes capsules, je lui poserai quelques questions. Oui, merci beaucoup Éric Martinan pour votre invitation. Je suis très honoré de pouvoir participer à ces entretiens Jacques Cartier virtualisés. C'est une innovation qui est vraiment fructueuse et qui nous permet de maintenir nos échanges dans un contexte très particulier, mais qui nous amène aussi à repenser nos manières de faire. Donc oui, je suis effectivement co-directeur de la chaire Valeurs du soin, qui est une chaire assez particulière dans le paysage de la recherche en sciences sociales en France, puisqu'elle est co-dirigée par un chercheur en philosophie et un chercheur en management, et qu'elle est financée par du mécénat. Donc cette chaire a une vocation transdisciplinaire affirmée, puisqu'il s'agit d'interroger la question de ce qui fait sens aujourd'hui autour du soin et autour des systèmes de santé, en regardant plus particulièrement le rôle des outils et des méthodes de gestion, et en considérant que ces outils et ces méthodes ne sont pas neutres. Malgré un affichage technique qui pourrait faire croire qu'ils offrent une objectivité pour l'aide à la prise de la décision dans le système de santé, nous partons de l'idée que ces outils, ces méthodes, ils sont eux-mêmes véhiculés par des valeurs, par des idéologies, par des représentations du système de santé, et que pour mieux comprendre les blocages, mais aussi les opportunités de refonte du système, eh bien, il faut comprendre ces valeurs sous-jacentes derrière les outils qui sont en œuvre. Alors effectivement, cette gestion serait omniprésente et parfois serait accusée des pires maux dans le cadre de ce que nous vivons actuellement autour du Covid-19, ou à l'inverse, serait présentée comme la voie du salut. Ce serait peut-être parce que le système n'aurait pas été suffisamment géré que nous serions dans la situation actuelle. Alors, évidemment, dans ces cas-là, la vérité, elle est toujours en dehors des positions radicales, et il s'agit, dans un premier temps, je crois, de pouvoir contextualiser les choses. Alors, une contextualisation par rapport au système de santé, je crois que c'est très important quand on veut réfléchir à la crise du Covid-19 aujourd'hui. On est peut-être un petit peu trop focalisé soit sur des questions d'offre de lits techniques, soit sur des questions d'ajustement, de capacité, ou alors sur des questions très très radicales, sur des mesures liées à des mesures de confinement. Euh, il faudrait peut-être quand même se poser la question, pour agir autrement, se poser la question de se dire mais comment en est-on arrivé là et pourquoi cela va-t-il si vite dans le fond. Et donc recontextualiser. Recontextualiser d'abord au niveau de la mondialisation des échanges. Euh, le virus circule vite parce que nos circuits économiques circulent vite, et parce que les hommes bougent sur l'ensemble de la planète. C'est une évidence, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi pouvoir se rappeler. Et c'est peut-être aussi une des raisons fondamentales pour lesquelles aujourd'hui nous vivons peut-être si difficilement ce confinement,
face à des habitudes qui ont été prises. Mais il y a aussi le changement climatique qui est présent, les nouvelles donnes en matière de technologie et l'urbanisation, qui sont des évolutions sociétales et environnementales qui expliquent pourquoi il peut y avoir l'émergence et la propagation rapide de nouveaux risques sanitaires ou de risques qui sont déjà documentés pour la population. Autrement dit, si on veut proposer des solutions de gestion du risque sanitaire qui soient des solutions relativement innovantes, il faut qu'elles s'appuient sur ces évolutions sociétales et environnementales qui sont forcément globales. Et puis par ailleurs, il ne faudrait pas oublier, bien entendu, le progrès médical et la complexité croissante des prises en charge qui peuvent s'accompagner de nouveaux risques d'événements indésirables qui sont liés aux soins, aux produits, à partir du moment où les pratiques ne sont pas bien encadrées. Alors quand je dis des pratiques pas bien encadrées, je ne dis pas qu'il ne faut pas les encadrer. Je pense qu'il y a plutôt un problème qualitatif beaucoup plus qu'un problème quantitatif. On le voit, nous sommes actuellement aujourd'hui, donc début novembre, confinés. On nous parle d'un éventuel couvre-feu. Qu'est-ce que ça veut dire que ce surajout des mesures d'encadrement de nos propres pratiques au niveau de la population si nous ne sommes pas forcément capables de mesurer l'impact global que ces mesures d'encadrement peuvent proposer. Alors évidemment, il y a la question qualitative qui porte sur l'amélioration de la surveillance. C'est un fait, mais aussi le développement de la prévention qui ont permis de diminuer des risques sanitaires, d'éradiquer aussi dans le passé certaines maladies infectieuses, mais pour autant, de nombreux dangers persistent et nous le vivons très concrètement aujourd'hui. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid-19, c'est que voilà, nous avons un événement émergent, inhabituel, qui dépasse le cadre de la gestion courante des alertes par rapport à son ampleur, bien sûr, mais aussi par rapport à sa gravité et à son caractère médiatique. Et face à cela, eh bien, le ministère chargé de la Santé met en place une organisation spécifique qui devrait être proportionnée afin d'assurer le suivi et la gestion de l'événement en objet. Et puis par ailleurs, au cours des événements inhabituels ou graves, il importe de garantir la continuité et la qualité des soins par la mobilisation au plus juste des ressources sanitaires de manière adaptée aux besoins de la population et à l'ampleur de la situation. Or, aujourd'hui, du fait de la deuxième vague du Covid-19, on se rend compte qu'il y a un affichage clairement donné sur l'abandon de certaines prises en charge, je pense à certains cancers, par exemple, et qui peuvent être vécus ou ressentis comme une injustice parce que, d'une part, de mon point de vue, il y a eu un défaut d'anticipation, un défaut d'apprentissage des leçons liées à la première vague Covid, mais aussi, et c'est à mon avis le point le plus important, parce qu'il y a un défaut de démocratie sanitaire. Et je voudrais peut-être aller contre l'idée qu'en situation d'urgence, on pourrait se passer de démocratie et que parce qu'il y a une recherche d'efficacité. Mais c'est la démocratie sanitaire qui organise l'efficacité du système de santé. Et c'est un petit peu l'hypothèse que je voudrais développer au cours de cet échange, c'est que l'urgence peut s'accommoder d'une démocratie, d'une légitimité dans les choix que nous pouvons faire au niveau de notre société et qui suppose que nous pouvons apporter aujourd'hui une réponse continue et graduée qui n'oppose pas la gestion de crise sanitaire exceptionnelle à celle du quotidien. Il faudrait pouvoir dépasser ce que je considère être une fausse opposition. Vous n'êtes pas pour une philosophie du tri, mais pour une prise en charge, si ce n'est dégradée, en tous les cas, avec des procédés et des processus innovants. J'entends dans ce que vous dites une citation et un rapport à la complexité d'Edgar Morin qui expliquait qu'à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Je vais me permettre de vous poser 4 questions. La première étant la suivante. En quoi la gestion territoriale de la santé et les tensions logistiques et organisationnelles invitent à des réflexions renouvelées ou innovantes en matière de concentration hospitalière, ce qui était la logique d'avant le Covid et qui perdure encore? Cette question de la gestion territoriale, elle est fondamentale.
Elle est fondamentale et elle repose sur un a priori duquel nous avons énormément de mal à nous départir, qui est l'organisation territoriale à partir des hôpitaux. Et finalement, elle est bien résumée dans la question que vous posez, à savoir comment redonner une place sur un territoire de santé à l'ensemble des opérateurs du système de santé, même si, de fait, l'hôpital est le premier de ces opérateurs, ne serait-ce que par son budget tout d'abord, mais aussi par la place qu'il occupe. On voit bien aujourd'hui que dans le cadre de la gestion entre guillemets, du Covid-19, tous les problèmes et les solutions viendraient de l'hôpital. Il faut donner plus de moyens à l'hôpital. Il faut créer plus de lits de réanimation. Mais l'hôpital, c'est un élément qui est très important, certes, mais c'est un élément qui arrive en bout de chaîne, qui exprime la désorganisation en amont du système de santé dans sa capacité à prévenir. Et puis, cela illustre aussi, je crois, de manière beaucoup plus fondamentale, une confusion entre soins et santé. Nous parlons de système de santé là où en fait c'est l'organisation du système de soins qui est en cause. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en cause? Parce qu'en France, elle est essentiellement centralisée. On a vu dans le cadre de la première vague Covid les problèmes que nous avons pu rencontrer vis-à-vis des agences régionales de santé qui, là où on pouvait s'attendre à ce qu'elles jouent un rôle de remontée d'informations des données du terrain vers le ministère de la Santé, ont plutôt joué des rôles d'attente de décisions descendantes et d'applications relativement uniformes qui ont pu faire que les réponses n'étaient pas forcément adéquates avec la problématique du territoire. Ça, je crois que c'est un vrai mal français, c'est que quand on pense territoire de santé, on imagine qu'il faut décliner une politique nationale de santé sur des spécificités des territoires. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas partir d'une démarche qui serait plutôt bottom-up, c'est-à-dire de partir des spécificités de chaque territoire, de chaque quartier, pour regarder quels sont les besoins de santé qui se situent à ce niveau-là, et pour ensuite les agréger à un niveau régional et puis à un niveau national pour dessiner des priorités claires. Nous souffrons d'un système centralisé qui a montré toutes ses limites dans le cadre de cette pseudo-gestion de la crise Covid-19. On pourrait, pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, reprendre un modèle déjà ancien que j'aime beaucoup et qui avait été développé par un collègue de Montréal, André-Pierre Contandriopoulos, sur la manière avec laquelle il faut pouvoir analyser et comprendre un système de santé. André-Pierre, je me souviens très bien de ce modèle, nous disait que dans le fond, ce système de santé, il est en permanence sous tension. Il y a d'abord la tension qui est issue des professionnels de santé qui tirent le système vers cette logique professionnelle et qui veulent finalement toujours plus le professionnaliser avec une forme de décentralisation auprès de la communauté médicale et soignante. Il y a d'autre part la pression technocratique qui vise à essayer de préserver, par exemple, la question de l'égalité d'accès aux uns et aux autres et qui, évidemment, est tout aussi importante. Nous voyons aujourd'hui, dans le cadre de la crise Covid-19 que nous vivons, que la pression économique est absolument considérable également. Donc, penser le système de santé et sa préservation tout en pensant la préservation de l'économie aujourd'hui est un discours totalement acquis. Mais André-Pierre Contandriopoulos expliquait très bien qu'il y avait un quatrième acteur dans le système sans lequel ce système se trouve être déséquilibré. C'est l'enjeu démocratique. Et où sont représentés les citoyens aujourd'hui dans le système que nous vivons. Je dirais que, d'une manière peut-être un peu brutale, que face à ce que nous vivons aujourd'hui, il semblerait que nous n'ayons pas appris grand-chose et que nous, de la première crise du Covid du printemps, et que nous subissions un effet encore plus centralisateur et que la démocratie sanitaire est profondément absente, que l'on accorde une place démesurée à l'hôpital, alors qu'aujourd'hui, selon moi, le vrai manque, c'est un manque de santé publique. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je dirais qu'il y a peut-être une confusion assez forte entre le fait que l'on doive gérer une crise et qu'à côté, symétriquement, il y aurait une politique de santé. Comme si, dans le fond, la gestion devait être réduite à des aspects
strictement opérationnelles, strictement liées à l'efficacité, strictement liées à de l'optimisation de moyens, et que d'autre part, la politique serait réservée à des grandes directions, à de grandes orientations. Je crois qu'on aurait vraiment tout intérêt à relire des textes fondateurs, et notamment les textes qui ont pu fonder des éléments d'une démocratie, et en particulier des démocraties romaines. Quand vous lisez certains discours de Cicéron, il y a donc à peu près 2000 ans, on apprend que le rapport à l'action, et en particulier à l'action publique, se construit autour de trois grandes dimensions, qui se résument par les verbes agire, facere et gerere. Agire, c'est l'action concrète, c'est évidemment ce qui a donné concrètement le mot agir en français, c'est ce qui renvoie à ce que nous faisons au quotidien. C'est évidemment indispensable, et nous sommes aujourd'hui absolument focalisés sur cette dimension-là. Il faudrait agir vite, agir mieux, et dans le fond, c'est ce à quoi les acteurs du système de santé sont invités. Mais il y a une autre dimension de l'action tout à fait fondamentale que l'on retrouve à Rome, et qui renvoie au verbe facere. Facere, c'est ce qui donne faire. Et là, cela renvoie à des dimensions d'organisation générale. Comment est-ce qu'on fixe des principes d'organisation dans un système de santé? Je crois qu'aujourd'hui, ces principes, ils existent, ils sont très présents, mais ils ne sont pas faits pour la crise. Et puis, ce que Rome introduit de manière neuve par rapport à cette représentation de l'action collective que l'on pouvait avoir en Grèce, c'est hierere. Hierere, c'est donc le verbe qui va donner gérer plus tard, et qui renvoie à une dimension qu'il est important de pouvoir revisiter aujourd'hui, c'est la dimension de l'action responsable. Hierere à Rome, c'est pas simplement faire, c'est pas simplement agir au quotidien, mais c'est penser les conséquences de son action par rapport à un intérêt général, par rapport à une collectivité, et donc par rapport à une éthique. Autrement dit, gérer à Rome, c'est de la gestion publique qui ne repose pas exclusivement sur la recherche d'une efficacité à très court terme, mais sur des questions d'équité pour tous. Alors, si on applique ces trois verbes sur ce qui pourrait être notre politique de santé aujourd'hui, comment est-ce que ça pourrait se décliner? Eh bien, je dirais qu'en termes de politique de santé, c'est un problème d'équité au singulier et de territoire au pluriel. Nous avons, par rapport à des modèles d'organisation des systèmes de santé, trois modalités qui sont relativement classiques. Un premier modèle qui est celui de l'universalisme généralisé, le second d'une politique des publics prioritaires, et puis le troisième qui est relatif à une politique dite d'un universalisme proportionné. Alors, je passerai très vite sur les deux premiers, ils sont connus. Dans la politique dite de l'universalisme généralisé, eh bien, c'est le principe égalitaire qui prévaut. Ce sont les mêmes droits pour tous, quel que soit le niveau de revenu. Et c'est par exemple un système lié, enfin, c'est le système qui a pu prévaloir pour la mise en place de la sécurité sociale pour tous. Dans la politique de priorité donnée à des publics sensibles, fragiles ou vulnérables, donc le deuxième modèle, eh bien, cela constitue une autre stratégie en matière d'organisation de la santé publique. Et c'est là où on va plutôt trouver des politiques de réduction d'inégalités sociales et où on va regarder aussi les effets de la position socio-économique sur le risque d'être exposé à certains déterminants de la santé. C'est ce qu'on appelle le modèle des causes sociales, et qui, là, à ce moment-là, va agir essentiellement sur les conditions matérielles. C'est-à-dire que dans ce modèle-là, il faut agir sur le logement et sur l'environnement, mais aussi sur les conditions psychosociales et comportementales. Bon, ben, on peut constater que dans le cadre de la crise du Covid-19, ce modèle est appliqué de manière sur des principes extrêmement brutaux, et qu'il ne traduit pas ici l'appréhension du comportement des individus et des groupes. Et puis, il y a enfin le troisième modèle, dit de l'universalisme proportionné, qui, vous l'aurez compris, a ma préférence,
et qui consiste à réfléchir à l'amélioration de la santé de toute la population, mais à travers la réduction du gradient social, tout en ciblant des publics particulièrement vulnérables. Je vais citer John Mackenbach, qui écrivait que pour réduire le caractère abrupt de cette question du gradient social de la santé, les actions doivent être universelles, mais se caractériser par une échelle et une intensité proportionnelles au désavantage social. Alors, c'est par exemple le cas pour les programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies, où vous pouvez avoir donc des messages généraux, mais qui vont être beaucoup plus soutenus envers des publics dits à risque. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, par exemple, ce type d'action dans le cadre de la gestion du Covid-19 aujourd'hui, où nous avons des messages généraux que nous entendons à la radio, que nous avons sur Internet, mais est-ce qu'on ne pourrait pas cibler certains messages par rapport à des populations spécifiques qui peuvent être aujourd'hui les populations, évidemment, des personnes âgées, mais aussi des jeunes, qui sont paradoxalement des véhicules du virus extrêmement actifs. Ce qu'il faut bien intégrer dans cette disparité des modèles, c'est qu'il y a des variétés territoriales qu'il faut vraiment intégrer a priori et non pas a posteriori. Et que ces variétés territoriales, elles peuvent être observées à plusieurs échelles géographiques, mais que le choix des échelles devra être fixé en fonction de l'objectif visé. Et c'est là où vous retrouvez le politique. Un politique qui ne se fixe pas de manière générale, mais qui va déterminer les échelles que l'on retient et la nature des facteurs pris en compte. Par exemple, si le choix d'une échelle est celui d'ordre régional, prenez pour la qualité de l'air, eh bien, ça offre à l'observateur d'analyser des disparités entre des secteurs géographiques élargis, entre des agglomérations, par exemple. Et puis ensuite, à titre de comparaison avec d'autres régions. Mais pour prendre en compte des publics concernés qui vont être affectés par des problématiques de pollution, de qualité de l'air, eh bien, c'est l'échelle infracommunale qui devient plus pertinente en termes d'intervention au niveau des niveaux d'exposition et de la nature des polluants. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est essentiel de considérer les échelles choisies pour analyser les inégalités sociales dans le domaine de la santé et des territoires, pour ensuite définir les échelles des interventions et des actions telles qu'elles pourront être menées. Et c'est là où on retrouve la pertinence de la gestion, c'est-à-dire que la recherche en gestion nous apprend qu'en fonction de l'outil que nous retenons, ici j'ai pris l'exemple de l'échelle, eh bien l'action qui sera conduite n'aura pas du tout la même efficacité. Et c'est la raison pour laquelle cette question des échelles est cruciale dans le domaine de la santé, puisqu'en termes de santé publique, il faut considérer les phénomènes écologiques, les sources, les facteurs de danger, les niveaux de concentration, la, la, la manière avec laquelle le virus va se diffuser, mais l'impact qu'il va avoir aussi sur les différents types de populations, et surtout les voies d'exposition des publics en fonction de leur situation. Et tout ceci n'est pas évidemment intégré de manière équitable. Très bien, vous êtes dans une conception qui est une conception finalement politique des sciences de gestion, en pensant que les sciences de gestion permettent d'améliorer le vivre ensemble et puis d'être dans des logiques complexes et graduées, que ce soit au niveau de la promotion de la santé, que ce soit au niveau à un moment de la prévention et des politiques de santé publique. Le maire, pendant longtemps, était la personne la plus importante dans la gestion des épidémies et dans la prophylaxie. Aujourd'hui, justement, on dit souvent que c'est le gestionnaire qui a la main. Donc, continuons par une seconde question pour que vous puissiez nous dire que ces préjugés ne tiennent pas jusqu'au bout. Comment organiser le dialogue, justement, entre les experts, les politiques et les gestionnaires en période d'épidémie ou de pandémie? Alors, c'est une question déterminante. Elle repose quand même sur un présupposé qui est que le dialogue existe. Comment organiser le dialogue entre les experts, les politiques et les gestionnaires? Ça veut dire que ce dialogue est présent. Or, il y a une grande tentation à réduire ce dialogue à une peau de chagrin en période épidémique, à imposer le discours de tel expert ou de tel politique. Les gestionnaires étant dans ce cadre chargés d'appliquer. Comme si finalement il suffisait de d'indiquer une direction pour que le lendemain, de manière égale, cette direction soit appliquée dans
l'ensemble des régions de France, dans l'ensemble des hôpitaux. Mais la question de l'organisation du dialogue suppose la rencontre. Or, pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être une confusion qui s'opère et qui fait qu'il y a une impossible rencontre, mais que l'on peut dépasser. Impossible rencontre du fait de la confusion entre deux paramètres qui sont l'urgence et la prévisibilité. Quand vous êtes dans une situation épidémique dans laquelle il n'y a pas d'urgence et où il y a une prévisibilité de notre action, c'est par exemple le cas de la grippe récurrente que nous avons tous les ans. J'allais dire, là, il n'y a pas trop de problème. L'outil de gestion qui est en œuvre, c'est la planification. C'est quelque chose que l'on connaît, que l'on peut relativement planifier, prévoir, organiser. Et la question du dialogue entre les experts, les politiques et les gestionnaires dans ce cadre, parce que nous ne sommes pas en situation d'urgence et que nous sommes dans une situation prévisible, cette question du dialogue va de soi. La preuve, c'est qu'elle fait relativement peu de polémique. Ou alors, quand il y a polémique, c'est une polémique à la marge et qui porte sur une optimisation partielle du système. L'organisation du dialogue entre les experts, les politiques et les gestionnaires se complique quand nous sommes dans une situation qui n'est pas urgente mais imprévisible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la nature de la réponse qu'il va pouvoir faire, donc on ne peut pas demander pour le coup au gestionnaire d'appliquer quelque chose qu'on ne connaît pas encore par définition. Mais l'avantage, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas urgence. Donc, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, qui peut porter sur des maladies connues, mais pour lesquelles les solutions ne sont pas totalement immédiates, eh bien, on peut jouer sur le changement culturel et sur l'agilité. C'est typiquement là des actions de gestion qui vont porter sur des accompagnements de changement d'habitude. Et c'est quelque chose qui, évidemment, porte sur du long terme et par rapport donc à des pratiques culturelles de santé. Un autre cas de figure qui va susciter une autre modalité d'organisation du dialogue, c'est quand nous sommes dans une situation urgente, mais prévisible. Et je crois que c'est ce que nous vivons actuellement dans le cas de la deuxième vague du Covid. Urgent mais prévisible parce que nous avons eu des alertes précédemment. Avant même la première vague de Covid, nous avons vécu il y a quelques années la crise de la grippe aviaire, du virus H1N1. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça arrive. Donc, il y avait une forme de prévisibilité qui pouvait être mise en place par rapport à cette question de la crise sanitaire. Et là, quand on est face à une situation urgente et prévisible, les modalités d'organisation du dialogue portent sur un modèle d'anticipation et sur les marges de manœuvre que l'on confère à l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir définir à l'avance quels sont les modes de liberté que l'on va accorder à chaque acteur du système de santé au niveau local. Alors, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait eu au préalable un processus délibératif, au sens d'Habermas, un processus délibératif qui permet d'affirmer que des priorités ont été définies, arbitrées et légitimées. Il ne semble pas que cela ait été le cas dans le cas de la Covid, alors que paradoxalement, nous avions le temps de pouvoir le faire. Et puis enfin, la quatrième modalité d'organisation du dialogue, c'est le fait que la situation soit urgente et imprévisible. On pourrait, à mon avis, croire à tort que nous sommes dans cette situation. Je ne le pense pas pour la raison que je viens d'évoquer. Mais dans ces situations urgentes et imprévisibles, ce que la théorie de la gestion nous apprend, c'est que la planification est inefficace. Et que la seule solution qu'il y a quand nous sommes dans ce type de situation, c'est l'expérimentation, le tâtonnement, l'invention et la revendication des systèmes d'apprentissage par essai-erreur. Et toutes ces modalités d'organisation du dialogue, par essai-erreur et par invention, ne peut pas être quelque chose de centralisé. Ou en tout cas, s'il doit y avoir une centralisation, c'est une centralisation qui permette la rencontre, mais qui ne prédétermine absolument pas quel sera le contenu de ce qui pouvait être appliqué. Alors évidemment, tout ceci pose la question de la légitimité des politiques publiques en santé face aux grandes transitions.
Merci. Alors, vous parlez finalement en creux hein, de la démocratie scientifique, de l'économie de la connaissance et de l'innovation, d'une philosophie qui est une philosophie de l'expérience et non pas de l'empirisme. C'est très intéressant en gestion aujourd'hui, notamment concernant les respirateurs. Nous savons que dans les hôpitaux, il y a des vieux respirateurs, mais qu'il conviendrait pour pouvoir les utiliser que de former à un moment des praticiens ou des étudiants à ces pratiques et à ces usages, et qu'aujourd'hui, la chose n'est pas faite. D'où ma question qui est la troisième. En quoi le management des équipes et des tensions en ressources humaines dans la période que nous connaissons, ont permis une éthique managériale que l'on a appréciée comme étant plus libre, une reprise en main par les soignants du pouvoir à l'hôpital, quand bien même aujourd'hui il y a une tension qui n'existait pas en mars, en avril et en mai, qui est celle des doubles filières de soins, la filière dédiée au Covid et la filière qui ne l'est pas, qui crée une complexité, une difficulté qui n'est pas celle de mars, avril, mai, où il n'y avait qu'une seule filière qui comptait, qui était la filière intéressant la prise en charge des patients Covid. Oui, reprise en main par les soignants du pouvoir à l'hôpital, en tout cas du pouvoir informel, hein, et ça, c'est, je crois, effectivement une grande leçon, une leçon positive. Mais il faudrait aller encore plus loin, c'est-à-dire effectivement donner la possibilité là d'être à ces soignants dans une capacité organisatrice de ces filières. Or, ont-ils le temps, puisque le travail qui pouvait être anticipé dans les semaines précédentes ou dans les mois précédents, je pense notamment à cet été, bah, était un travail soit de récupération de fatigue, soit de récupération des opérations qui n'avaient pas pu être faites pendant la première vague de Covid. Et de ce fait, on se trouve aujourd'hui confronté à une problématique beaucoup plus grande, puisqu'on a aussi des équipes qui sont fatiguées et qui sont confrontées à une vague encore plus forte. Moi, je pense que la crise sanitaire qui est due à la pandémie de Covid-19 qui traverse le monde, elle fait ressurgir au grand jour la problématique de l'action juste au sein de la société, et tout particulièrement dans et pour le système de santé, hein. Et cette crise qui remet les soignants au cœur du jeu dans la gestion du système, enfin qui devrait plutôt, bah, elle a mis, il faut le dire, elle a pu mettre en évidence les abus d'une approche qui n'était pas distanciée, qui était issue du New Public Management et qui considère que modernisation et innovation riment seulement avec optimisation économique des ressources. On en a bien vu les limites là, hein. On a bien vu qu'on pouvait innover avec pas grand-chose. Vous prenez l'exemple des vieux respirateurs, mais on voit bien que l'innovation, ça n'est pas de l'optimisation de ressources. C'est à l'origine du bricolage, donc des marges de liberté qui doivent être conférées à ceux qui sont dans la production, hein. Parce que la gestion de la crise sanitaire dans les hôpitaux, puisque votre question porte plus spécifiquement sur les hôpitaux, cette gestion de la crise sanitaire, elle a fait ressortir notamment des problèmes organisationnels d'approvisionnement et de logistique, des problèmes de... Je ne reviens pas sur la question du stockage des masques, des médicaments, des équipements de soins, mais en même temps, elle a aussi montré une mobilisation des ressources humaines hors pair des professionnels de santé. Et, et pour être efficace, ils ont dû contourner les règles de gestion en place. Donc là, on voit bien que il y a des enjeux à surmonter pour agir au nom du bien commun dans le domaine de la santé, et qui consistent à poser la question de l'action juste par rapport aux outils de gestion qui sont en place actuellement. Et que ces outils de gestion, il faut être capable aussi de les critiquer, comme on a pu critiquer des modes d'organisation insuffisants. Et ces enjeux d'organisation du système de soins, ils sont considérables, hein. Euh, mais il faut constater que la capacité de mobilisation des personnels de santé, leur engagement total face à la pandémie, leur inventivité, enfin, tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour créer une véritable gestion de crise, tout ça n'a rien à voir avec la gestion hospitalière quotidienne, hein. Que ce sont les soignants qui se sont saisis de ces sujets-là, et que les managers ont été en mode accompagnement dans ce cadre-là, hein. Alors, ça veut dire que nous avons un chantier entier qui nous attend pour penser l'action collective en santé autrement, et pour se mettre dans une démarche authentique d'anticipation à la fois des besoins et des situations critiques. Et ça veut dire que la gestion hospitalière n'est pas une gestion qui doit se contenter d'appliquer une circulaire ministérielle. C'est une gestion qui doit favoriser l'innovation avec et par les professionnels de santé. Parce que, dans le fond, la crise du Covid-19 a fait apparaître au grand jour ce qui avait été oublié depuis 20 ans. C'est que la santé ne peut pas être traitée comme un bien marchand.
et que par conséquent, l'hôpital ne peut pas être vu comme une entreprise. Alors bien sûr, ça nous renvoie au modèle économique instauré depuis 20 ans dans le milieu hospitalier, qui visait à instaurer une logique comptable avec un contrôle de gestion et une comptabilité analytique, et ce, au plus près des activités de soins. Euh, mais ce modèle issu donc d'un modèle économique industriel de haute technologie, eh bien, ce modèle a vu ses limites. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réduire l'activité de santé et de soins à une logique de moyens. Parce que dans la gestion, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut revenir au verbe guerrere latin. C'est que la gestion, c'est d'abord une gestion organisée sur les finalités d'un système de santé publique. Et donc, le modèle prédominant, inspiré de cette conception industrielle, a vu aussi ses limites. Parce qu'une approche globale et systémique d'un système de santé, vous citiez Edgar Morin tout à l'heure, on est là-dedans, eh bien, elle requiert organisation, coordination, décloisonnement et transversalité. Et elle suppose que l'hôpital ne soit plus forcément au centre de ce système, mais que ce soit la personne qui est usager ou utilisateur du système de santé. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que derrière la refondation du système de santé, la question des moyens supplémentaires est une fausse question. Je ne suis pas certain que les hôpitaux aient aujourd'hui besoin de moyens supplémentaires. Que les moyens qui sont à leur disposition soient enquistés, ankylosés, c'est une réalité. Mais c'est beaucoup plus une question de réaffectation, de réorganisation, bref, de redéfinition des règles du jeu. Alors évidemment, aujourd'hui, on parle de moyens supplémentaires parce que le système tel qu'il est en situation de gestion de la crise est un système qui étouffe. Mais si on veut le corriger à long terme, il faudra bien remettre sur la table l'organisation de l'ensemble du système de santé. Pour le dire autrement, si les plans d'investissement et de redressement des hôpitaux publics ne sont pas accompagnés d'une refondation de la mission hospitalière dans le système de santé dans son ensemble, avec en son cœur la prévention, eh bien, les efforts qui ont été fournis par la communauté hospitalière au printemps 2020 et à l'automne 2020, eh bien, ces efforts auront été vains. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau une refondation du système de santé, mais sur quelle base on pourrait le faire? Bah, il y a les outils d'efficacité qui ont été mis en place, mais il faut peut-être aussi un peu remettre en cause les outils, ces fameux outils d'optimisation. Je pense par exemple au lean management. Alors, le lean management à l'hôpital, c'est une méthode qui serait le nec plus ultra des méthodes d'affectation des ressources pour optimiser les moyens humains, financiers, organisationnels en fonction des besoins. Mais de quels besoins s'agit-il ici? On considère que ces besoins, ils sont donnés. Reposons-les sur la table. Est-ce que ce sont les besoins du financeur public, dont la préoccupation légitime consiste à réduire la part de la charge publique dans le PIB du pays? Ou est-ce que ce sont les besoins des patients et des professionnels? Je ne suis pas certain que ce soit ces besoins-là qui soient mis au cœur de la réflexion. Pour le dire autrement, à force d'optimiser et de rationaliser le quotidien de l'activité, l'organisation hospitalière n'est plus en mesure de se repenser au moment d'une exigence d'adaptation et de reconfiguration de son activité. Ce n'est pas compliqué à comprendre dans le fond. Quand vous avez des agents qui consacrent 100% de leur activité strictement à de la production des soins ou à de la coordination d'activités du fait de la taille toujours plus grande de leur structure, eh bien, il leur est plus possible, ni temporellement, ni cognitivement, de repenser leur organisation. Pour penser l'organisation de la santé demain, il faut pouvoir disposer d'un surplus de ressources, de temps et d'intelligence qui soit affecté à de l'innovation organisationnelle. Et ça renvoie à une vieille théorie qu'on connaît dans le domaine de la gestion, c'est la théorie du slack organisationnel, qu'on peut qualifier par surplus ou de marge de manœuvre, qui avait été développée par Sayre-Temarch il y a déjà 60 ans. Et on peut reprendre cette idée oubliée et qui pourtant est au cœur de tout dispositif organisationnel innovant. Vous ne pouvez pas innover si vous n'avez pas de surplus. Autrement dit, le management par les ressources en excès s'oppose avec le management sans gras, le fameux lean. Et entre la logique de l'élasticité, les marges de manœuvre pour une efficacité satisfaisante et puis les fameux flux tendus, le dégraissage, le juste à temps, eh bien, il y a un écart de vision et un clivage dans les valeurs d'une organisation. Et ça, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le remettre au cœur du débat.
Et merci pour votre passion tout d'abord, et puis dans un second temps, vous nous expliquez que un hôpital que l'on qualifie aujourd'hui d'établissement de santé, un hôpital, le lieu où on accueille, le lieu où on soigne, le lieu où on prend en charge, si ce n'est une entreprise, à tout le moins si on veut voir une entreprise, c'est une entreprise humaine et collective. Malebranche disait que la médecine est la plus belle des sciences humaines. Vous faites aujourd'hui politique. Cette citation n'est pas de lui, mais on lui prête. Euh, Tiens, si vous étiez ministre de la Santé, parce que vous êtes un politique, vous êtes un gestionnaire, mais vous êtes les deux à la fois aujourd'hui, et vous êtes déjà dans une logique de résilience du système de santé, terme dont on attend beaucoup, et on verra les effets notoires ou pas. Comment la gestion par processus et standardisation, finalement, parce que c'est de cela dont il s'agit, peut se métamorphoser en une gestion par projet. Alors, je ne reste pas, pour le coup, dans les établissements de santé, ce serait peut-être trop étriqué pour vous, mais dans le système de santé. Alors, je ne suis pas ministre de la Santé et j'ai certainement pas envie de le devenir, mais, et je mesure la complexité de sa tâche, hein. Donc, ce n'est pas mes propos qui sont des propos d'universitaires intègrent aussi la difficulté qu'il y a à faire travailler ensemble des multiplicités de professionnels face à des enjeux contradictoires en permanence. Mais il y a peut-être un retour aux règles, un retour aux normes fondamentales qui sont liées aux missions d'un système de santé. Réaffirmer ces missions. Ça peut peut-être déjà commencer par ça, parce qu'une fois qu'on aura pu réaffirmer ces missions du système de santé, on pourra peut-être à ce moment-là faire le tri. Faire le tri autour des protocoles, des dispositifs qui sont en place et qui se démultiplient de tous les côtés. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est que la valeur produite soit à nouveau au cœur de l'organisation des soins et que cette valeur soit considérée du point de vue du patient. Enfin, c'est quand même le grand absent de la crise Covid. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place, réactiver des dispositifs de la démocratie sanitaire que l'on a su utiliser il y a une quinzaine d'années en France? Pourquoi est-ce qu'on ne réactive pas des plateformes de démocratie sanitaire telles qu'on peut les utiliser aujourd'hui avec la dématérialisation qui est à notre disposition? Mais surtout, crédibiliser cette parole. À quoi cela servirait-il de mettre en place, par exemple, de nouveaux états généraux de la santé qui pourraient produire une forme de cahier de doléances si l'essentiel des propositions qui seraient faites par les citoyens ne seraient pas appliquées? On en a eu une expérience douloureuse en France il y a encore quelques semaines. Donc, je pense qu'effectivement, ça passe par la restauration j'allais dire, pas simplement là du dialogue, mais de l'écoute, mais aussi de l'engagement moral à mettre en œuvre ces nouveaux dispositifs, quelles que soient les organisations en place et les pressions des lobbies qui sont extrêmement importantes. Donc, réaffirmer la finalité d'une organisation de santé et peut-être plus largement le système de santé. Qu'est-ce que c'est que le prendre soin aujourd'hui en France? Quelle est la vision du care que l'on veut donner? On est sur des implicites. On considère que ces éléments-là, ce sont des choses qui vont de soi. Eh bien, moi, je pense que ce qui peut être au cœur de la démarche, c'est un management par les valeurs. Et ce management par les valeurs suppose de formaliser nos savoirs collectifs pour coordonner les actions de la prise en charge du malade dans ce qui fait sens pour lui. Dans ce qui fait sens pour lui. Euh, Ça veut dire que la multiplication des référentiels et des protocoles, que les exigences institutionnelles de plus en plus fortes qui concernent les obligations à rendre compte des activités, qu'il faut faire aussi un peu le ménage par rapport à ça. On crève sous les référentiels et les protocoles multiples qui se contredisent. Et puis à l'hôpital, comme dans tout établissement sanitaire ou médico-social d'ailleurs, eh bien, l'organisation est de plus en plus chargée serait de définir ses propres règles de fonctionnement, de fixer ses objectifs et ses moyens pour démontrer ses capacités de gestion publique. Et sans être dans une démarche qui serait strictement top-down. Ça veut dire quoi pour conclure que l'évolution d'un système de santé et de son fonctionnement doit aller vers évidemment plus de transversalité, vers la décentralisation et la réactivation des réseaux entre les établissements groupés sur des territoires. Et ça oblige peut-être aussi, et je conclurai là-dessus, ça oblige à avoir un leadership
qui ne soit plus centré sur une ou quelques personnes, que ce soit le directeur, le président de la commission médicale d'établissement ou le directeur des soins infirmiers, mais un leadership qui soit tourné vers des pratiques pluriprofessionnelles autour des managements d'épaule, autour de la gestion des prises en charge des patients. Autrement dit, il n'y a que des leaderships partagés qui sont légitimes aujourd'hui. Et je crois que c'est là-dessus que, d'ailleurs, la recherche en management des ressources humaines a pu offrir quelques solutions intéressantes que l'on peut retrouver dans la littérature, mais qui n'est pas forcément toujours lue par les praticiens. Bien, on va rester sur ce leadership partagé et sur cette conclusion qui est donc déjà faite. Donc, je ne vous en demanderai pas une seconde et je vous remercie de votre participation à ce sommet virtuel du Centre Jacques Cartier. Merci, monsieur le professeur Didier Villot. Merci à vous.